content de vous retrouver et c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec toutes les news de la semaine sur tout ce qui concerne les grèves des acteurs et scénaristes aux États-Unis qui évidemment continuent. On a atteint plus de 120 jours maintenant pour ce qui concerne la grève des scénaristes et à plus d'une cinquantaine de jours pour la grève des acteurs. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. On va voir du coup les contre-coups de la réunion qu'il y avait eu, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, qui s'était très mal passé pour le coup, où le syndicat des scénaristes avait eu l'impression vraiment qu'on leur faisait la morale en fait, en mode voyons les gars, faut accepter, soyez contents, on vous propose des trucs, allez, fermez-la maintenant et acceptez. C'est mal passé, on va voir toutes les conséquences qui sont même plus importantes qu'on aurait pu l'imaginer, avec les réactions de Disney qui sont très amusantes, pour le coup, tristement amusantes. On va reparler aussi de toute la partie VFX, où il se passe des choses très intéressantes, et encore du côté de Disney pour le coup, où voilà, on avait déjà parlé des employés VFX de chez Marvel Studios qui étaient en cours de création, de création d'un syndicat, en tout cas de rejoindre le syndicat des Yatseux. C'est en train de s'étendre, c'est en train de donner des idées, et il s'est passé des gros trucs là-dessus. On parlera aussi, en fin de vidéo, très important, il semblerait que peut-être la grève des acteurs va s'étendre à un autre domaine que le cinéma, qui est le jeu vidéo. À partir du 7 novembre, il est possible que les acteurs soient en grève pour ce qui concerne le jeu vidéo. On en parlera en fin de vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on attaque tout de suite, du coup, avec donc l'après réunion c'était le 18, si je me souviens bien. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que vraiment les négociations sont en limbo, dans le néant. Voilà, il y a eu une semaine, ce qui est dit ici, un peu de combat public, de combat d'opinion après cette réunion. Et donc, les deux côtés ne se sont pas formellement rencontrés depuis le 18, quand donc ce groupe de patrons de CEO, donc il y avait le patron de Sony, il y avait celui de Warner, de Disney, de Netflix, c'était Ted Sarandos, le co-CEO de Netflix, et d'autres qui avaient rencontré donc les représentants du syndicat des scénaristes. Donc là, cette fois, c'était les CEO qui avaient tenu. Normalement, c'est leurs représentants, donc la MPTP, ce groupe qui représente justement tous ces patrons de studios et de plateformes de streaming. Mais là, ils s'étaient dit, il faut faire bouger les choses, donc on va y aller nous-mêmes. Mauvaise idée, très mauvaise idée, vu comment ça s'est passé. Et c'est de leur faute. Voilà, donc, où ils avaient répondu à la contre-offre du coup du 15 août, et ils l'avaient refusé, donc les patrons avaient refusé cette contre-offre qui avait été faite par le syndicat des scénaristes. Et le 22, c'était le 22, où du coup les CEO avaient rencontré les membres les représentants de WGA et leur avaient dit mais non, faut accepter les gars, acceptez nos offres à nous. Voyons, soyez cool. Et depuis, il n'y a pas eu de discussion entre les deux, en tout cas pas de manière officielle, rien du tout. Il semblerait que chacun se dit que c'est à l'autre de reprendre contact, et du coup pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Tout simplement, ils ne se sont pas reparlés. Vous pouvez le voir, là c'est un article qui date du 28, là on est le 2 au moment où je fais la vidéo, et donc le 28, on était à 119 jours de grève pour la WGA, ce qui en fait donc encore un mois de plus pour pouvoir devenir la plus longue grève, vu que pour l'instant c'est toujours celle de 1960 et celle de 1988 qui ont le record. Et du coup il y a aussi aucune discussion pour l'instant avec le syndicat des acteurs, alors que ça faisait 46 jours, donc 50 jours maintenant. Et donc Duncan Crabtree, ça veut dire arbre à crabe, c'est cool comme nom. Salut, je m'appelle John arbre à crabe, pardon. Ireland, donc qui est le directeur exécutif du syndicat des acteurs, qui a expliqué à Variety la semaine dernière qu'il n'y avait eu que quelques discussions en coulisses en fait, back channel, ça veut dire pas des réunions officielles, mais il y a quand même eu quelques échanges pour ce qui est de retourner à la table de négociation, mais aucune communication formelle avec la MPTP. Et donc le syndicat des acteurs a expliqué à ses membres dimanche dernier que le comité de négociation était tout à fait prêt à retourner à la table de négociation à n'importe quel moment.
aucun souci. Juste qu'il faut qu'on les contacte à un moment. Mais malheureusement, comme ils l'ont vu avec ce qui s'est passé avec le syndicat des scénaristes, et c'est en ça aussi que c'est un problème, ce qui s'est passé. C'est que ça monte, enfin, forcément, ça joue sur le reste aussi. Et du coup, ce qu'ils disent, c'est, bah, écoutez, on a vu ce qui se passait avec le syndicat des scénaristes, et très clairement, la MPTP, bah, ils ont pas envie de négocier, quoi. Ils ont pas envie. Donc, même si on retourne à la table maintenant, là, pour l'instant, ils sont dans un sale état d'esprit, et ça donnera rien, quoi. Alors là, ça nous rappelle qu'il y a eu quelques soucis du côté du syndicat des acteurs, avec, à cause de, j'en ai déjà parlé, toute l'histoire des dérogations qui sont données. Ça veut dire, il y a des compagnies indépendantes de cinéma qui ne font pas partie de la MPTP, et du moment qu'elles acceptent les règles de ce que demande le syndicat des acteurs, donc ce qui est la même chose que ce qu'elle demande au studio en fait. Et donc il y a A24 par exemple qui a dit hey, nous vos conditions elles sont cool, il n'y a pas de souci, on accepte. Et du coup les films A24 peuvent se faire sans aucun problème. Donc les acteurs, les scénaristes, tout ça, peuvent travailler pour A24, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça passe. Et du coup, par contre, il y a quand même quelques-uns des membres qui étaient un peu emmerdés en mode oui, mais bon, c'est la grève ou c'est pas la grève. Mais ce que dit le syndicat des acteurs, c'est non, mais ça fragilise justement la MPTP. Le fait que d'autres studios obtiennent des dérogations et donc eux puissent travailler, ça met encore plus la position de la MPTP en comment dire en doute. Ça montre à quel point c'est eux qui ont tort, parce que regardez, les autres ont accepté. Ce qui est compréhensible comme position, effectivement pour le coup. Et donc il y a plus de 300 projets qui ont eu droit à une dérogation. Et je vous disais entre autres à 24, et on va voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il y en a d'autres. On va parler de Walking Dead, justement de ce côté-là, il s'est passé des choses, niveau dérogation. Article suivant. Alors ça c'est assez drôle. Du coup, après ce qui s'est passé justement avec la réunion du 22, les patrons se sont bien rendus compte qu'ils avaient fait de la merde, on va pas se mentir. En mode bon, écoutez les gars, il semblerait qu'on s'est pas si bien débrouillé que ça, je ne comprends pas, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, il semblerait qu'il y a beaucoup de divisions au sein justement de ces patrons de différents studios et de différentes plateformes streaming. Tiens, étonnant que des gens comme ça ne soient pas une grande famille qui s'apprécient les uns les autres. Et donc, Dana Walden et Alan Bergman, qui sont les représentants de Disney. Alors ça, c'est dit à un moment dans l'article, c'est que justement Bob Iger, il s'est bien rendu compte qu'il avait fait que de la merde. Et tout ce qu'il a dit s'est retourné contre lui. Et du coup, il a dit, oh, on va retourner à ce qu'on faisait avant. Je vais me faire représenter par deux personnes qui certainement essaieront de dire moins de conneries. Et lui, il a pas dit comme ça, hein, mais voilà. Donc du coup c'est pas ailleurs, c'est ces deux représentants, Mike Hopkins d'Amazon Studio et aussi Jennifer Sack de Amazon, Ted Sarandos, donc le co-CEO de Netflix, Donald Langley de Universal et David Zaslav de Warner Bros Discovery, qui devaient donc faire une réunion virtuelle tous ensemble mercredi dernier. Donc ce mercredi qui vient de passer. Et donc, comme je vous disais, Bob Iger ne participe pas à la réunion, retournant à sa position d'avant, d'avoir Walden et Bergman qui le remplacent en fait là-dessus. Une partie de ça, pour Iger, de ce que nous avons compris, était son approche en tant que CEO pour garder de la distance, pour être prêt pour le moment approprié, pour directement s'engager lui. C'est-à-dire jusque-là, c'est ce qu'il faisait. Il avait ses deux représentants en mode, quand ça sera important, je suis Bob Iger, je vais arriver, je vais régler le truc. Ce qu'il a fait, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a absolument pas marché. Ça n'est pas clair. Si, alors, Carole Lombardini, c'est la représentante, c'est vraiment donc celle qui représente tous les studios, qui est la représentante de la MPTP. Et donc, c'était pas clair si elle allait assister à la réunion ou non. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, avant la réunion du 22, donc qui s'est très mal passée, vous savez, c'est cette réunion où le syndicat des scénaristes a senti qu'on lui faisait la morale, en fait, vraiment qu'on lui faisait la morale, en mode vous êtes gentils les loulous, vous devriez déjà être contents, acceptez ce qu'on vous propose et fermez-la, quoi. Et donc ça s'était très mal passé, et en plus le syndicat des patrons avait, juste après la réunion, genre 20 minutes après, rendu public les propositions, alors que de base, tout devait rester entre eux, et vraiment, voilà, après donner des petites informations si vraiment il y en avait besoin ou quoi. Mais là, les patrons ont pris cette décision de tout rendre public pour essayer de tirer dans les jambes du syndicat des scénaristes. En se disant, si on rend les propositions que nous on a faites publiques, du coup, les membres du syndicat des scénaristes vont commencer à se diviser, à dire ah mais pourquoi vous n'avez pas accepté, c'est n'importe quoi, machin. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que tout le monde s'est rendu compte qu'ils se foutaient de la gueule du monde. Et donc, à la base, ils essayaient de mettre le tort sur justement Carole Lombardini, en l'accusant
comment dire, de baser ses propositions et ses actions sur une sorte de carnet de stratégie qui daterait d'avant l'ère du streaming, avant le développement des plateformes comme Netflix, Disney+, et ainsi de suite. Et donc, quelqu'un qui est tout à fait très familier avec cette division qui existe entre les présidents de studios et de plateformes de streaming, a dit, maintenant, ils peuvent plus faire ça. Ils peuvent juste, en fait, s'en vouloir à eux-mêmes, se blâmer eux-mêmes pour à quel point les choses paraissent mauvaises dans les yeux du public. À quel point, en fait, maintenant, encore plus qu'avant, les gens se rendent compte que c'est eux, les patrons, qui sont en tort. C'est pour ça qu'ils ont ramené le groupe, le Levinson Group, qui est ce groupe de relations publiques, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est le groupe de relations publiques donc, qui est chargé de travailler l'image des studios, la manière dont ça se passe et tout ça, pour essayer de rattraper ces conneries. Selon plusieurs sources, il semblerait que c'est Sarandos, le co-CEO de Netflix, il paraît que c'est lui qui a vraiment fait la morale à fond aux représentants du syndicat des scénaristes. Et donc c'est à cause de lui qu'ils ont senti ce côté où on nous fait la morale et tout ça. Mais il y en a aussi d'autres personnes, d'autres insiders, qui disent que oui, Sarandos, effectivement, il a vraiment fait la morale à fond, il a empiré la situation. Mais il y a aussi Bob Iger, qui était la voix la plus forte dans la pièce, the loudest voice in the room. Avec d'autres... et ça, avec les autres CEO et avec les deux déjà. En gros, le mec est arrivé, écoutez-moi. C'est moi qui ai raison, écoutez-moi, je parle. Et cette approche, de manière spectaculaire, s'est enflammée et tombée, quoi. Ils ont fait un Nuremberg, et ils ont rendu ça encore pire, en fait. Et surtout, en plus, en rendant des propositions publiques. Ça a encore empiré la situation. Ils pensaient faire du mal au syndicat des scénaristes, sauf que résultat, il y a eu un coup de vent, et ils se sont retrouvés avec la merde sur la gueule, excusez-moi le terme. Et donc on nous dit par exemple, je vous en avais parlé, Zaslav et Iger, qui vraiment sont sous le choc de l'image qu'ils sont en train de prendre. On nous considère comme des salauds. Quoi? Mais comment est-ce possible? Pas nous, voyons. Nous sommes des gens extraordinaires. Et ils l'ont très très mal pris que tout se retourne contre eux. Et on nous dit, chacun recherche quelqu'un d'autre à blâmer, et ils sont paralysés, même si pourtant l'horloge, ça fait tic-tac. Et pour certains, c'est la faute de Ted Sarandos, et c'est la faute de Bob Iger, c'est la faute de Tony Vinciquerra, qui lui est celui de chez Sony. Ça dépend à qui vous demandez. Mais en gros, pour chacun, c'est de la faute de quelqu'un de différent. C'est assez hallucinant. En gros, c'est vraiment le bordel du côté des patrons. Eux-mêmes sont pas d'accord les uns avec les autres. Surtout qu'il semblerait que ils n'ont pas tous la même position, que certains seraient prêts à plier à certaines choses. Ils ont même peur que ça se divise. En fait, là où eux veulent que le syndicat des scénaristes ou des acteurs se divise, c'est eux aussi qui sont en train de se diviser. Parce que il semblerait que Netflix soit prêt à avancer sur certains points parce qu'ils veulent que ça se règle, mais les autres studios seraient peut-être pas d'accord, mais d'un autre côté il y a d'autres studios qui plieraient sur d'autres choses. Enfin c'est un bordel, c'est vraiment un bordel pas possible. Et comme on nous le rappelle ici, ce sont tous des compétiteurs. Faut pas oublier qu'ils sont aussi les uns contre les autres, et ils sont en train de penser au fait que ça va être le bordel après la grève. Dans tous les cas ça va être le bordel après, et ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Parce que comme l'après-Covid, il va y avoir un gros blocage avec tous les post-productions qui vont se produire en même temps, et on va arriver sur des périodes où des studios n'auront rien à proposer. Et quand il n'y a pas d'argent qui rentre, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ça les fait flipper, On passe à la suite, avec quelque chose de très intéressant. On avait parlé, donc, comme je vous l'ai dit au début, de Marvel, des gens de Marvel Studios. Alors attention, c'est pas toutes les boîtes de VFX, c'est pas les gens que, quand Marvel Studios fait un film, ils embauchent énormément de boîtes en externe qui bossent sur les films. Là, on parle vraiment de ceux qui travaillent dans les studios. Et donc chez Marvel Studios, c'était une 50aine de personnes. Et cette semaine, après Marvel Studios, pour la deuxième fois dans l'histoire, un autre groupe de travailleurs de VFX est en train de mettre en route les démarches pour pouvoir intégrer un syndicat, donc le YATSE, qui est le syndicat vraiment de tout ce qui est équipe technique sur les tournages, qui va des maquilleurs à ceux qui construisent les plateaux, à ceux qui tiennent les perches-sons, et ainsi de suite. C'est Walt Disney Pictures. On reste chez Disney, et cette fois c'est Walt Disney les travailleurs de VFX de chez Walt Disney Pictures. Alors on est sur un nombre encore moins important, pour le coup, on est sur 18 personnes. C'est pas ça qui compte. C'est l'exemple. On a déjà eu Marvel Studios, maintenant on a ceux
directement. Donc là, c'est ceux qui ont bossé sur La Belle et la Bête, sur Le Roi Lion, des choses comme ça. Qui bossent vraiment pour Disney, qui bossent vraiment pour eux. Mais surtout, c'est des exemples. C'est des exemples. Et c'est extraordinaire. À plus de 80%, donc les 18 membres des équipes VFX de chez Disney Pictures a voté, a signé l'autorisation, la carte d'autorisation pour qui dit en fait qu'ils veulent effectivement se syndiquer. Et c'est voilà, c'est historique. C'est la deuxième fois de l'histoire que des professionnels des VFX se regroupent pour demander les mêmes protections et droits que leurs collègues. Et c'est la deuxième fois, et la première fois, c'était plus tôt ce mois-ci, et c'était les équipes de Marvel Studios. C'est génial. C'était le 21 août. Donc, formidable. C'est formidable. Et là, on voit une citation, du coup, c'est Mark Patch, qui est donc celui qui organise tout ça, qui dit: aujourd'hui, les courageux travailleurs d'effets visuels de Disney, Walt Disney Pictures ont dépassé la peur et le silence qui a empêché notre communauté d'avoir une voix sur ce travail pendant des décennies. Avec une écrasante majorité, ces équipes ont demandé que soit fini cette façon dont les VFX ont toujours été. C'est un signe clair que notre campagne n'est pas à propos d'un studio ou d'une corporation. C'est à propos des travailleurs VFX à travers toute l'industrie, en utilisant les outils à notre disposition pour nous élever nous-mêmes et pour forger un meilleur chemin pour aller de l'avant. C'est top, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça va avec ça. On a eu quelques petits témoignages de gens qui justement travaillent pour Marvel, des travailleurs VFX de Marvel, et on comprend mieux. Et justement, c'est Mark Patch, encore une fois, donc qui s'occupe justement de tout ça. Et il nous explique qu'il a commencé comme coordinateur en effets visuels sur Vendavision. Il l'a vu comme une extraordinaire opportunité. C'était en novembre 2020, et il n'avait plus de travail depuis 4 mois à cause de la pandémie. Travailler pour Marvel, pour la première série de Marvel, pour lui évidemment, c'était génial, avec Elizabeth Olsen, Paul Bettany, je vous rappelle. Et donc, il sentait en fait, il le ressentait comme travailler pour un film de 10 heures la moitié du temps, dit Patch. Il travaillait 16 heures d'affilée, sauter les périodes de pause, passer son temps de repas à scanner des set design, des décors, comment dire, des images en fait de ce qu'il y avait sur le set, et à scanner des costumes pendant que les autres équipes profitaient de leur repas de mi-journée. Il s'est barré après 8 jours. Après 8 jours, il s'est tiré en mode: mais vous vous foutez de notre gueule, quoi. C'est pas possible. 16 heures par jour, vous imaginez? 16 heures par jour. Ça veut dire que si vous commencez à 8 heures du matin, vous finissez à minuit. Vous commencez à 8 heures le matin à travailler, vous finissez à minuit. Après, il faut rentrer chez vous. Imaginons que ça prend... vous n'êtes pas au lit de toute façon. Faut compter... Même s'il habite pas loin. Allez, on va dire qu'il habite pas loin. On va dire 1 heure après, il est au lit. Ça veut dire qu'à 1 heure du matin, il est au lit. Faut qu'il se réveille à 7 heures pour être revenu. Enfin, c'est juste pas possible, c'est pas une vie. C'est juste pas une vie, en fait. Et on a un autre exemple. Ici, c'est James Dornoff, qui a travaillé sur Captain America The Winter Soldier, sur Doctor Strange, sur Eternals, et qui dit qu'il a refusé une possibilité de travailler sur Avengers Endgame en tant... Alors, Data Wrangler, c'est quelqu'un qui prend plein de photos, en fait, sur le set, qui vont servir aux équipes VFX, en fait. Et lui, il est là pour prendre des photos partout sur le set. Et pourquoi il a refusé? Parce qu'on lui proposait $850 par semaine. Alors, ça peut paraître beaucoup comme ça, $850 par semaine. Sauf que, pour mieux comprendre, normalement, n'importe où ailleurs, pour le même travail, c'est $2850 par semaine. Pas 850, 2850. Il manque un 2 au début. Vous imaginez? $2000 de moins. Et en fait, il avait calculé, et si on enlève les taxes et ainsi de suite, qu'on remet ça à niveau avec le nombre d'heures travaillées, ça voulait... Et donc c'était de 12 à 18 heures par jour. De 12 à 18 heures, 12 heures minimum, ce qui ferait donc du 8 heures à 20 heures, jusqu'à 18 heures par jour. 18 heures par jour. Et il explique que du coup, en prenant ça en compte, en fait, il ferait même pas le salaire minimum.
en taux horaire, ça ne lui ferait même pas le salaire minimum. Voilà c'est quoi la situation. Voilà pourquoi ces gens-là se rebellent. C'est pour ça. Il y a de bonnes raisons. Et alors, que fait Disney derrière ça? Disney embauche des personnes pour essayer de retravailler sa communication. Alors là, on parle plus de boîtes de relations publiques extérieures, comme c'est le cas, comme ils ont embauché cette boîte de Washington. Non, 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 non. Là, on parle d'embaucher des personnes dans l'entreprise, dont un poste à 337 000 dollars par an pour un... En fait, voilà ce qu'on nous explique. Avec ce qui se passe avec les grèves à Hollywood, Disney cherche à embaucher un senior exécutif pour mener la communication de crise, donc les réponses en fait à ces besoins de communication de crise. Et ils essayent aussi d'embaucher d'autres seniors, donc c'est-à-dire c'est des postes élevés en fait d'exécutifs, des experts pour retenir et motiver les employés. Et ça c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, et on va le voir après. Il y a d'une part pour la communication vers l'extérieur, mais il y a aussi un gros problème en interne où ils ont besoin de gens pour retenir les gens, les retenir dans l'entreprise et pour voilà, travailler la communication avec leurs propres employés. Et donc il y a un poste, comme je vous ai dit, qui est offert pour 337 920 dollars pour un vice-président des affaires publiques, pour mener une équipe des équipes de communication, pour assister en gros, donc pour les seniors exécutifs, ça veut dire, là le but c'est après ce qui s'est passé avec Iger, le fait qu'il ait dit de la merde, quoi. À chaque fois qu'il fait une interview, ça se retourne contre eux, genre oui, leurs demandes sont pas raisonnables, et ainsi de suite. Donc ils se sont rendus compte qu'il nous faut quelqu'un qui en fait entraîne, et c'est fou que c'était pas ça existait déjà ce poste, mais on sent que là, soit ça n'a pas marché avec l'ancien, parce qu'il semblerait qu'il a été bougé de son poste, c'est ce qui est dit un peu plus tard, et donc il retravaille tout ça, et ça va permettre d'entraîner en fait les exécutifs pour savoir comment répondre dans les interviews, comment arrêter de se tirer des balles dans le pied et de dire des conneries dès qu'il y a un micro qui est tendu vers eux. Vraiment, c'est ça. C'est quelqu'un qui va leur dire non, dis pas ça en interview, espèce d'abruti. Par contre, il faut que tu parles comme ça. Et donc, voilà, ce poste, ça suit l'interview désastreuse de Bob Iger le 13 juillet, donc celle, comme je vous disais, où il avait dit que les demandes n'étaient pas réalistes, que c'était très perturbant, et ainsi de suite, ce qui, évidemment, s'était totalement retourné contre lui. Et cette interview avait largement été montrée comme une catastrophe, avec le Hollywood Reporter qui l'a même appelé infamous, c'est-à-dire vraiment famous, mais dans le mauvais sens du terme. C'est célèbre dans le mauvais sens du terme, en fait, dans le très mauvais sens du terme. Et en disant que voilà, il avait eu une pas bonne, horrible, terrible semaine en termes de relations publiques. Et le pire, c'est que la même semaine de cette interview désastreuse, qui avait eu lieu le 13 juillet, le jour d'avant, c'était le moment où on avait annoncé que le contrat de Bob Iger était étendu jusqu'en 2026. Là où, à la base, il devait être normalement pendant 2 ans, ça a été étendu à 2026. Normalement, son retour, c'était que 2 ans. Et où on avait appris que sa compensation annuelle allait être de 31 millions de dollars. 31 millions de dollars. 31 millions. Alors qu'il n'y a que 14% des acteurs qui parviennent à faire au moins les 26 470 dollars par an pour pouvoir avoir une assurance. Uniquement 14% des acteurs parviennent à atteindre 26 470 dollars par an. Bob Iger fait 78 000 dollars par jour. Par jour. 78 000 dollars. Vous comprenez pourquoi ça lui retombe dessus, ces conneries qu'il raconte? Et donc, ce qui est intéressant, donc voilà, ils embauchent tout ça, et voilà, le message n'est pas juste externe. Le même job explique qu'il y a aussi un besoin de retenir et de motiver les employés avec des plans d'engagement stratégiques pour colporter, pour étendre leur narration en fait. Quand ils disent business narrative, ça veut dire voilà leur version de tout ce qui se passe. Un autre poste pour un spécialiste senior en communication et engagement avec les employés décrit ce qui semble être un effort sophistiqué pour avoir une interface pour communiquer avec les employés.
Vous interrogerez les employés, vous développerez des campagnes promotionnelles et vous conseillerez sur les meilleurs véhicules de communication pour atteindre les employés. Et le post fait aussi allusion au développement d'un livre de stratégie pour la communication de crise interne au sein de l'entreprise, vis-à-vis des employés. Donc ouais, non, c'est assez fou. C'est assez fou. Donc ouais, c'est incroyable. On enchaîne avec ce que je vous disais du côté d'AMC. C'est assez intéressant, il faut savoir qu'AMC, donc qui est une chaîne de cinéma aux États-Unis, la plus grande chaîne, mais qui est aussi un studio, c'est eux qui ont par exemple fait Walking Dead, ne font pas partie de la MPTP. Ils font pas partie du groupe de la MPTP, donc avec les différents studios et plateformes. Par contre, ils ont un statut spécifique qui fait que même s'ils n'en font pas partie, ils sont contraints au même contrat. Les contrats qui sont passés entre les acteurs ou les scénaristes avec la MPTP, eux doivent se soumettre au même contrat. Et donc, là, ils ont réussi à faire un deal avec les syndicats, et donc ils vont pouvoir continuer leur tournage sans aucun problème en utilisant les contrats que veulent les syndicats. Et donc il y a 3 séries qui sont concernées. Ça veut dire The Walking Dead d'Daryl Dixon, qui là est en pause. Ce qu'ils avaient à tourner a été tourné. La pause arrivait juste avant le début de la grève. Donc voilà, mais quand ils auront besoin de reprendre, ils pourront reprendre sans aucun problème. Il y a aussi The Walking Dead, The One Who Lives, qui donc verra le retour d'Andrew Lincoln et Danai Gurira, et aussi une autre franchise, Interview avec un vampire, qui aussi pourra sans problème être produite. Donc voilà, ça fait partie encore de ces dérogations qui existent. Petit truc sympa, on a les acteurs de Breaking Bad, enfin les équipes, même pas que des acteurs, qui sont rendus justement sur le pied de grève. Et on les voit ici, du coup, Michael Crichton, lui, j'ai pas les noms, je suis désolé, je n'ai pas vu Breaking Bad, je sais que c'est une honte. Je sais. Et donc voilà, ils étaient présents justement, et ils ont expliqué que voilà, que c'était une honte ce qui se passait, qu'ils étaient du côté des acteurs bien évidemment. Alors on voit que Crichton voulait vraiment, Bryan Cranston voulait vraiment préciser que le but c'était pas de faire des vilains des gens en face d'eux. Alors ça se discute, mais c'est compréhensible dans ce qui se dit. En gros, c'est les personnes avec qui on va devoir travailler, avec qui on travaille, avec qui on va devoir travailler, avec qui qu'on va devoir voir tous les jours. Donc, c'est pas une solution de devenir des ennemis. Par contre, on doit leur faire comprendre ce qu'est la réalité, ce qu'est la justice dans tout ça, et il faut qu'ils reviennent à la table discuter avec nous. Du coup, ce qui est plutôt une position raisonnable. Pour finir, assez fou, une grève risque de se rajouter à tout ça. Alors, faut savoir qu'en fait, il y a aussi des contrats, de la même manière qu'il y a des contrats qui sont discutés tous les 3 ans avec les différents syndicats, entre les différents syndicats et les studios, ça existe aussi dans le jeu vidéo, où donc c'est d'autres types de contrats, bien évidemment. Et normalement, c'était le 7 novembre 2022 où ces contrats arrivaient à terme. Ça avait été retardé d'1 an, donc les contrats avaient été rendus, on avait gardé les mêmes contrats en disant ok tant pis, on les garde 1 an de plus, pour se donner la possibilité de discuter plus, d'arriver à un compromis. Sauf que, évidemment, novembre approche petit à petit, qu'il n'y a toujours eu aucune solution de ce côté. Pour l'instant, les discussions n'avancent pas. Voilà, ça a atteint une sorte de point d'arrêt. Donc, pas rien qui se passe. Et donc, ça inclut par exemple des studios comme Activision, comme Electronic Arts, il y a aussi Insomniac Games, Take-Two, voilà, il y a pas mal de studios, Steam aussi, et si se passe rien, là en gros le syndicat a demandé aux acteurs de voter, d'accepter en fait qu'il y ait une grève si besoin, je dis bien si besoin. En gros c'est un moyen de pression, c'est pour aller retourner discuter avec donc les patrons de ces différentes boîtes de jeux vidéo, c'est pouvoir arriver dans ces discussions en disant écoutez, on va continuer à discuter, en revanche sachez bien que de notre côté c'est bon, on a l'accord, s'il n'y a pas d'accord d'ici le 7 novembre, on se met en grève. Et évidemment voilà, c'est un moyen de pression sur l'industrie du jeu vidéo en face. Faut savoir qu'une des grosses raisons, un des gros problèmes de ce côté-là, encore plus certainement que du côté du cinéma et des séries, c'est par rapport à l'intelligence artificielle.
Et vraiment, ça se développe extrêmement rapidement. Voilà, on sait qu'il y a des acteurs qui ont vendu leur voix, ce qui veut dire qu'on peut les réutiliser quand on veut. En plus, là, les IA sont capables aussi de répondre. C'est-à-dire, on peut, pour les PNJ, on n'a plus besoin de faire enregistrer plein de voix par des acteurs. Il suffit de créer des voix par intelligence artificielle. Et en plus, après, on n'a même pas besoin de faire écrire les phrases pour une grande partie. On peut habiller tout ça avec des phrases qui auront été directement créées par les intelligences artificielles. Donc voilà, alors vous inquiétez pas, ça va pas toucher Spider-Man 2, hein. Je sens déjà, vu que j'ai dit Insomniac Games, il sera déjà sorti. De toute façon, il sera déjà sorti, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, à suivre, mais il est possible qu'on ait une grève du côté des jeux vidéo des acteurs. Donc qui pour l'instant ne sont pas impactés, hein. Mais ça risque d'arriver pour le coup. Et donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Voilà un peu toutes les news importantes de cette semaine concernant ces grèves. Encore une fois, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, ça aide énormément. Voilà, il y a des vidéos comme celle-là tous les samedis du coup sur les grèves, plus des vidéos toute la semaine. N'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.